Alors, le modèle canonique fonctionne donc sur le mystico-religieux et il se décline en deux sous-systèmes, encore une fois, le système lignagé, c'est-à-dire le fait de se dire je suis originaire du prophète avec tous les points d'interrogation que l'on peut se poser sur la véracité, sur l'authenticité des silsilats, d'accord? Et puis il y a ce que j'appelle le sous-système non pas lignagé, mais méritocratique. Donc le modèle canonique, il se décompose en modèle lignagé, nous l'avons vu, et en modèle méritocratique. Donc nous ne sommes pas originaires du prophète, néanmoins, nous avons, ou nos ancêtres, ont, comment dirais, fait triompher les couleurs de l'islam par le khissal, par le combat, par le sacrifice, ou par les mu'jizat. Donc il y a ici un faire-valoir qui ne relève pas du lignage, mais qui relève du mérite, le khissal. Et c'est ce qui a permis à certaines populations qui ne pouvaient pas prétendre venir du Hijaz, mais qui sont néanmoins des populations d'origine berbère, autochtones, de se réclamer d'une certaine forme de noblesse. La noblesse du ribat. La notion de ribat, mourabitaine, ribat, à l'origine, ce sont des espèces de fronts, de fortifications qui sont utilisées pour combattre l'ennemi. Quel est l'ennemi qui a été combattu? Essentiellement l'ennemi espagnol. À partir de la fin du XVe siècle, lorsque les musulmans étaient obligés de quitter l'Espagne, lorsque l'Espagne a reconquis son territoire, après l'Isabelle de Castille, on a évidemment un flux de population. Et puis ensuite, l'Espagne a pris sa revanche en essayant d'occuper le terrain. Et c'est là où il y a eu des combats contre les occupations, contre les conquistadors espagnols, hein, dans l'époque inquisitoriale. Mais lorsqu'on rencontre des familles maraboutiques qui habitent à 1000 km au sud de la côte méditerranéenne, on se demande à quel moment ils ont combattu les Espagnols, parce que les Espagnols, ils n'ont pas dépassé le littoral, hein. Ils n'étaient pas intéressés d'aller conquérir Adara ou Timimoun. Bon, je ne parle pas de la côte atlantique, hein. Je parle de la côte, je parle de la région qui se trouve plus à l'est. Donc il y a eu aussi là des fabrications fictives de Mrabtine et des combats fictifs contre l'ennemi, puisque l'ennemi, on lui a livré quelques batailles. On a plus livré de batailles du côté de l'Algérie et de la Tunisie que du côté du Maroc, puisque, encore une fois, le Maroc, la monarchie marocaine se sont inclinés devant la fatalité. Ils ont accepté de bonne grâce l'occupation par l'Espagne de ces terres. Alors que les combats, ils ont été beaucoup plus du côté de l'Algérie et de la Tunisie. En principe, nous devions avoir plus de Mrabtine à vendre que les Marocains. Mais peu importe ici, hein. Peu importe, très souvent, tout ça, le principe est connu, mais très souvent, il y a des falsifications en ce qui concerne les problèmes de légitimation. Les gens qui se légitiment Mrabtine, qui se légitiment Shurfa, etc., cela relève plus des stratégies de légitimation que de problèmes qui sont avérés sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'archive, sur le plan de la vérification historique. Non. Alors, la méritocratie relève donc de l'ancêtre éponyme, Sidi Flan, qui a fait des choses, soit dans le domaine des mu'jizat, des miracles qu'il a obtenus, soit dans le domaine du combat qu'il a mené contre le kafir, contre le kuffar. Alors, lorsque nous allons examiner quels sont les modèles entre le modèle confrérique, le modèle lignagé et le modèle canonique versus lignagé versus Mrabtine, méritocratique, comment interpréter les pouvoirs au Maghreb à la lueur de cette archéologie.
et ce que j'appelle ici, 4e chapitre, récurrence patrimoniale et néo-patrimoniale après les indépendances au Maghreb. Alors maintenant, on va voir comment le Maghreb s'est construit à la lueur de ces archétypes, de ces modèles anciens, archétypaux. Alors, il faut d'abord ici faire la distinction en s'inspirant des travaux de Walter Eucken, la distinction entre système politique et régime, ou entre structure et conjoncture, si vous voulez. Je vous renvoie au tableau que j'ai fait afficher la dernière fois, n'est-ce pas, le tableau. Donc, entre système et régime, ou entre structure et conjoncture. J'avais la dernière fois, j'avais donné l'exemple de ce à quoi réfère le système par rapport à ce à quoi réfère le régime, à partir de l'exemple malheureux de Bourguiba et de son Premier ministre, Ben Salah. Bourguiba est le père de la nation. Il a un symbole fort, parce que c'est lui qui a mené le combat pendant très longtemps, depuis le destour des années 30, etc. C'est comme Messali Hadj. C'est comme si c'est Messali Hadj qui a pris le pouvoir en Algérie. Donc il n'a pas été délogé. Et on atteint une sorte de une valeur sûre. Les gens qui ont cette qualité, qui incarnent ce symbole du père de la nation, un peu comme le général de Gaulle, personne n'aurait pu réussir l'indépendance de l'Algérie, même si ça s'est fait dans la casse, autrement que le général de Gaulle. Aucune figure charismatique de la nature de celle du général de Gaulle ne pouvait exister à l'époque en France. C'était le seul. Et pourtant, ça n'a pas été facile. C'est ça. Donc les gens, ils incarnent un système. Et ce que j'appelle système, c'est un peu corrélatif du symbole du père de la nation. Le père de la nation, le sauveur de la nation. Tandis que Ben Salah, dans le cas de la Tunisie, lui n'incarnait pas le système, il n'incarnait pas la nation au sens symbolique. Il incarnait le régime. Et le régime, c'est le socialisme. C'est le socialisme qu'a décidé Bourguiba lui-même. Parce que la Tunisie était socialiste à son indépendance en 1955-1956. Autrement dit, le système est éternel, ou presque. Rien n'est éternel. Mais disons, le système est éternel et le régime est mortel. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je fais la différence entre structure et conjoncture. La structure, c'est quelque chose qui plante, qui met ses racines à l'intérieur. C'est des racines qui sont profondes, tandis que la conjoncture, le moindre vent peut la faire disparaître. Eh bien, dans le cas de la Tunisie, le zaïm, il a une symbolique forte. Le zaïm, c'est à Bourguiba, le terme zaïm, quand on dit le zaïm, on n'a même pas besoin de prononcer son nom, on sait de qui il s'agit. Zaïm, enfin, en parlant de la Tunisie, bien évidemment, parce qu'on parlait aussi du zaïm à propos de Messali Hadj. Et la désocialisation pour le zaïm a été une désocialisation douce, dans le cas de la Tunisie. C'est-à-dire le fait qu'on se soit débarrassé de Bourguiba à un moment donné, pour mettre à sa place un général qui lui-même a été ensuite envoyé, je crois qu'il est décédé, c'est ça, qui a terminé sa vie dans les pays du Golfe. Le zaïm a été tout simplement mis en congé pour sénilité. Il était arrivé dans un tel degré de sénilité que ça devenait impossible de le laisser paraître devant le peuple. C'est un peu ce qui s'est passé avec Bouteflika, quoi. Enfin, je ne peux pas dire des choses que je n'ose pas dire ici, mais enfin, c'était impossible, vraiment, pour le protéger.
On l'a mis un petit à l'écart. Mais sinon, le système reste, encore une fois, permanent. Même si les visages qu'il incarne sont mortels. Le système, il se redéploie en tant que système, même s'il est représenté, incarné par une autre figure de proue. Alors, dans le cas du Maroc, le patrimonialisme est maintenu. Hein, j'ai parlé du patrimonialisme, c'est quelque chose qui existe au moment des périodes pré-capitalistes ou pré-coloniales. Hein, je renvoie à la typologie que j'ai faite à la séance précédente, n'est-ce pas? Mais il se redéploie en néopatrimonialisme parce que ces valeurs refuges, elles sont redéployées non plus comme culture, mais comme idéologie. Hein. Louis XVI, qui a été guillotiné, jusqu'à la dernière minute de sa vie, il était persuadé qu'il était victime d'une injustice. Il était persuadé qu'il était légitime. Il ne comprenait pas que sa légitimité fût mise en cause. Culturellement, il se sentait légitime. Ce n'était pas une ruse. C'est ça le patrimonialisme. Tandis que le néopatrimonialisme, c'est jouer. C'est-à-dire, on fait comme si. On utilise des valeurs refuges, on les réchauffe uniquement parce que ça permet de maintenir un statu quo hanté. Ça permet de maintenir le pouvoir en place, etc. Donc là, on passe de la culture à la ruse, hein, encore une fois, à la stratégie. Hein. Je renvoie ici au tableau qui a été projeté. Alors, en ce qui concerne le roi du Maroc, il se dit fils du prophète, chose qui est attestée par le peuple marocain. Attestée, ils sont obligés de l'attester. On est ici dans le mode de légitimation est un mode explicite. Il se dit escalité. Ana old Rasoul. Mais, dans l'histoire, même ceux qui se disent être les fils ou les héritiers du prophète n'ont pas échappé à l'assassinat. Donc il faudrait articuler cette légitimité formelle à des régulations institutionnelles. C'est ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle, comme en Angleterre, comme en Suède, comme en Danemark, comme en Belgique, enfin comme dans toutes les démocraties, des monarchies démocratiques ou des démocraties monarchiques, enfin, comme vous voulez. Donc ce n'est pas suffisant de dire je suis fils du prophète, il faut articuler ça à des régulations institutionnelles, d'où la constitution marocaine, le Dahir marocain, pour éviter toute contestation née de l'inégalité, etc., etc. Il faut rappeler qu'il y a eu des velléités d'autonomistes marocains. Hein, l'affaire Oufkir, puis l'affaire, le fameux communiste qui a été assassiné à Paris, hein, qui était... j'ai oublié son nom. Il était très proche de l'Algérie d'ailleurs, qui a été tué en 64-65. J'ai oublié son nom, peu importe. Alors pour éviter les contestations et pour lutter contre les velléités autonomistes qui existent toujours, ça existe au Maroc, mais elles ont été matées dans l'œuf. Parce que le peuple reste majoritairement gagné culturellement à l'idée de Moulay Sultan, l'allégeance, le bayat, etc. C'est une valeur très forte. Elle est très forte, hein. Elle est quelque chose qui fait partie de la culture profonde. Et surtout chez les gens les plus pauvres. Ce sont les gens les plus pauvres qui sont les plus, qui ont la plus grande marque d'allégeance vis-à-vis du roi. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Je me souviens d'ailleurs un été où j'ai passé mes vacances dans une plage à Mdig, elle s'appelle Mdig d'ailleurs, à côté de Tétouan, entre Tétouan et... Enfin, je ne me souviens plus, c'est du côté de Tétouan, c'est vers
à l'est des Tétouans. Non, à l'est de Ceuta, pardon. Ça s'appelle Capo Negro. Et il y avait un petit port de pêche. J'ai contacté un petit pêcheur qui avait un petit bateau, parce que j'étais amoureux de la pêche à l'époque. Et je lui payais l'essence, et puis on allait pêcher. On allait pêcher à la ligne. Et puis on discutait, surtout quand le poisson ne veut pas mordre. Alors, les plus belles discussions que j'ai eues dans ma vie, c'est quand on est en chômage technique, quand le poisson ne mord pas. Alors là, on discute. Et puis on n'est pas dérangé. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a personne qui vous dérange. Et alors on discutait de choses et d'autres, et ce pauvre monsieur, il abordait la question politique. Il parlait de son village, de l'Mdeg. Qu'est-ce qu'il me raconte? Khali, Moulay el-Malik. Bon, je vous parle de ça, c'était en 92, 91, 92. Moulay el-Malik, Nasarahullah, هو يعاود الخدمه نتاع كاع الوزاره تاع الفلاحه تاع التعليم تاع الصناعه نتاع كل شيء. Tous les ministres du roi, c'est lui qui leur montre ce qu'ils doivent faire. Il est plus compétent qu'eux dans leur domaine. Il m'a dit, vous savez, moi quand j'étais petit, j'allais au marché de Al-Mdeg, mais qu'un wallo, on sait wallo. Peut-être des oranges. Mais اليوم تمشي السوق تسيب التفاح تسيب النجاس تسيب الخوخ. Et il me citait le nom des fruits qu'on trouve au marché. قال لي هاد الشيء بفضل سيدنا حسن ثاني إن شاء الله. هو Donc c'est lui le ministre de l'agriculture. Il est ministre de tout. Les Khorènes, ils sont là que pour la forme. Regardez l'idée qui se fait de son roi. Alors, على كل حال انا فقير الله غالب عليا ما نجيبش انا نشري هذاك الشيء بصح اللي عنده بخير عليه مزيان كاين كل شيء. Alors je me suis permis une petite remarque en espérant qu'il ne m'envoie pas balader. قلت له mais ça te fait une belle jambe. Toi qui n'as pas des sous pour t'acheter ces fruits, à quoi ça sert? يعني واش من النتيجه؟ اللي ما عندكش انت ما تشتري هذاك الشيء. Bon, enfin bref, tout ça pour dire ce degré de subjugation qu'ont les gens du peuple pour leur roi. C'est eux qui ont la culture de l'allégeance la plus forte. D'ailleurs, il y a eu un ouvrage qui a été écrit par un certain nombre d'écrivains sur ce phénomène. Ce sont les gens qui ont été le moins bien servis par la monarchie qui sont les plus attachés au fait du prince. Avec l'exception de la région du Rif, celle qui a connu une révolte de la part de Abdelkarim Khattabi, qui a été un grand ami de l'Algérie et que les Algériens ont beaucoup soutenu. Il y a eu des militants algériens de l'époque du PPA qui ont été aux côtés d'Abdelkarim Khattabi quand il voulait lutter contre l'occupation espagnole et aussi contre l'occupation française. Il avait deux ennemis sur le dos, sans remettre en cause la légitimité monarchique de Mohamed el-Khamis à l'époque. Le Rif est une zone qui a une des particularités du point de vue historique. Ils sont beaucoup plus proches de l'Algérie, ils ont été beaucoup plus proches du mouvement d'Algérie, et jusqu'à présent, leur allégeance pour la monarchie marocaine reste quand même très mitigée. Il faudrait rappeler ce qui s'est passé, les grèves qui ont eu lieu dans les régions du Rif, les régions rifaines, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, à propos de grèves qui ont été brisées violemment, il y a eu des emprisonnements qui ont été faits, etc. Et ça a fait la une des journaux pendant plusieurs mois. Bon, mais ceci dit, on est ici dans ce principe de l'allégeance royale vis-à-vis d'une instance politique qui est celle du roi, fils du prophète. Donc, nous sommes ici dans la catégorie de la légitimité que j'appelle lignagère. Lignagère. Canonique,
versus alias lignagère. C'est-à-dire, c'est canonique, lignagère, et non pas mrabti, hein, pas le sus de mrabti. Alors, en Algérie, on a connu le zaïm à travers une personne. D'abord, le zaïm, l'Amir Abdelkader, qui a pu être contesté d'ailleurs par nos amis kabyles, qui disaient qu'il avait la Légion d'honneur. Aïe. Bon, enfin, il ne fallait pas qu'il ait la Légion d'honneur, alors qu'il a combattu la France, et la France a reconnu en lui un grand chef, un grand héros. C'est tout. C'est une culture de guerre. Mais le zaïm a été, après l'épopée de Messali Hadj, il a été mis en cause au nom du fait que dans l'Algérie, dans la culture algérienne, dans la mentalité algérienne, on a perdu le sens, le culte de la bay'a, le culte monarchique du fils du prophète. Parce que les fils du prophète, ils n'ont pas pris le pouvoir. Enfin, ils sont partis au moment où les Turcs sont arrivés. Le dernier roi de Tlemcen est parti en Espagne. Alors, on se demande s'il ne s'est pas converti au christianisme depuis. Reste la deuxième configuration, le deuxième sous-système du modèle canonique, c'est le modèle marabtin. Marabtin, c'est-à-dire la méritocratie, et non pas le lignage. Hein, j'insiste sur ces deux formes. Et la méritocratie, évidemment, met en place l'existence de leaders, de zaïm, de figures de proue, qui peuvent même avoir un caractère presque sacré, quoi. Ça a été le rôle de Messali Hadj pendant un certain temps. Mais très vite, et ça c'est une caractéristique sociologique propre à l'Algérie, on a estimé que le zaïm, ce n'est pas une personne. Le zaïm est pluriel. Le zaïm, c'est le peuple. D'où le slogan du centralisme démocratique, qui a été prodigué à l'époque par les opposants à Messali Hadj, à l'étoile nord-africaine, et à la création du MTLD, etc. Le zaïm, c'est le peuple, c'est pas une personne. Le zaïm, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le héros. Donc il y a une substantification, une personnification de cette catégorie qu'est le peuple. Et d'ailleurs, très souvent, on utilise le substantif al-milyoun wa nafs shahid. Al-milyoun, le million, al-milyoun wa nafs shahid, c'est lui le peuple. Alors la question, quel est le statut de ceux qui ne sont pas morts? Al-milyoun wa nafs shahid est la légitimité première. Mais alors, ceux qui ne sont pas morts, ceux qui ont pris le pouvoir, quel est leur statut? Ah ben, ce sont des sahaba, les compagnons. C'est comme le compagnonnage du prophète. Il y a la sacralité et le sacré. Il est encore beaucoup plus sacré quand il n'est plus là. Hein, il y a toute la vertu de le mort a plus de valeur que le vivant, n'est-ce pas? La notion du martyr. Mais il y a des compagnons, les gens qui ont été là avec eux, qui les ont accompagnés et qui ont eu la chance de vivre. Eux se sont accaparés la légitimité de délégation. La légitimité de délégation. Je suis délégué, je représente ceux qui sont morts. Au sauna, nous avons le devoir de ne pas les trahir et de continuer la lutte pour transmettre le message qu'ils nous ont laissé. Donc il y a ici une espèce d'auto-légitimation qui se sont données, qui se sont octroyées,
Et le peuple est bien obligé de l'accepter. Ou il l'accepte, ou alors c'est la guerre. Voilà en gros, si vous voulez, le schéma synoptique de la légitimité qui s'est construite au lendemain de l'indépendance. Donc ce sont des héros qui sont devenus les délégués des martyrs et qui ont, pour le point, au nom de la légitimité historique, la légitimité révolutionnaire. Alors, dans le cas de l'Algérie, la dynamique de l'articulation entre légitimité et intelligibilité. Alors, la légitimité, nous l'avons encore, je viens de le dire, elle relève de ce modèle du compagnonnage, elle s'inscrit dans la lignée des Mrabtines, en fait, c'est-à-dire les méritocrates, parce que la légitimité, c'est les gens qui ont eu le mérite du shahid, celui qui a combattu, et non pas le mérite de l'Arq, de son origine prophétique. Alors, cette légitimité canonique de type Mrabtine, modèle Mrabtine, c'est ça, bien c'est tout l'héritage populiste de l'Algérie indépendante, et de ce point de vue, c'est pareil pour la Tunisie, et qui apparaît avec le mouvement national qui a commencé à partir de 1918 jusqu'en 1954. Et ce populisme, ce que je l'appelle populisme, c'est un mélange de populisme, il est fait d'un mélange syncrétique entre deux valeurs. D'abord, ils empruntent leurs valeurs de combat aux revendications jacobines, héritées de la littérature révolutionnaire française, la littérature du XVIIIe, XIXe siècle. Toute la littérature révolutionnaire du XIXe siècle, elle se réfère un peu au combat de la France contre la monarchie. Et là, je renvoie à la thèse de Omar Carlier, qui a fait un travail magnifique sur ce sujet. Et ce sont des valeurs qui sont charriées par l'école laïque. L'importance de la syndicalisation. Les vieilles corporations, Drez, Sbabté, Brachmé, tous ces gens-là qui vivaient dans les petites ruelles étroites, dans les corporations, dans les échoppes. Et finalement, lorsque la MTO, Tlemcen et la CIPA ont été importés par la France dans les années 30, il y a eu un nouveau modèle de tissage, c'est ce qu'on appelle le jacquard qui s'est introduit, le métier à lisse, ce qui fait que le petit Drez qui faisait le travail traditionnel, il se retrouvait complètement dépassé. Le bourrabah, il est devenu trop cher pour les petites bourses, il préfère acheter le produit manufacturé. Et ça a été la ruine de la corporation. Et l'ancien Drez quitte la corporation avec Zawiya al-Kafia pour aller, à un moment donné, travailler comme prolétaire, comme ouvrier Flassipa. Et il va lui aussi, dans une certaine mesure, adhérer au syndicat des ouvriers. Il va adhérer à la CGT. Donc il passe de la Zawiya à la CGT, donc de la corporation au parti politique. Donc il y a une espèce de modernisation du modèle de revendication et du modèle de lutte, de résistance à la colonisation. Donc il y avait quelque chose de moderne dans le résistentialisme algérien à ses débuts, dans les années 30. Un côté moderne, c'est-à-dire on essaie de caler les revendications sur le modèle français, sur les valeurs républicaines françaises, n'est-ce pas? De la même manière, le militant des années 30, il était tout à fait partie prenante de l'État-nation tel que l'a formalisé la colonisation. Le traçage de l'Algérie, avec ses frontières, qui ont été le produit d'une histoire coloniale, notamment la frontière entre l'Algérie et le Maroc, disons la vérité. Donc c'est un traçage qui a été fait par la colonisation française,
à l'avantage de l'Algérie, qui était une colonie, et au désavantage du Maroc, qui était d'abord un pays étranger, pour ensuite devenir un protectorat. Hein. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1902, jusqu'au début du XXe siècle, les populations d'Adrar et de Timimoun prêtaient allégeance à Moulay Abdelaziz, le roi de Fès. Il n'y a aucune honte à dire ces choses-là. Hein? Tout simplement parce qu'on était dans une logique d'allégeance, de bay'a, et non pas dans une logique de frontière. La notion de frontière n'avait aucun sens. Hein? Il y avait des obédiences. Et il y avait des gens de Aïl Hout qui allaient chaque année, يمشيوا الزاويه تاع الفاسيه تاع il y avait un grand wali qui est devenu important et qui a été même transféré, si j'ose dire, vendu au pays du Sahel et qui chez Hadouri comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il est de Aïn Madi, il est originaire d'Algérie. Il a quitté l'Algérie à l'époque ottomane pour s'installer à Fès. C'est le mouvement tijanien. Cheikh Tijani, c'est un des nôtres. Puis évidemment, il a quitté l'Algérie parce qu'il n'était pas content de l'occupation ottomane. Il avait certaines choses à reprocher aux Ottomans quand le pouvoir des beys était là. Et il s'est transporté à Fès, comme d'autres, comme le Makri. Le Makri aussi a quitté au XVIIe siècle Tlemcen pour Fès. Bon, il n'y avait pas de frontières. Hein. Donc on était dans une logique de réseau, en fait, de réseau confrérique. Et c'est ainsi que, bon, ces personnages, ils vont ensuite connaître un phénomène de mutation. On va passer des formes d'allégeance traditionnelles à des allégeances modernes, entre guillemets, par la syndicalisation, la revendication politique, la revendication d'indépendance, etc., un peu par copiage, entre guillemets, par mimétisme occidental, parce qu'on a été formaté par la colonisation française, et puis on est rentré dans ses propres arcanes idéologiques pour les retourner contre elle, en quelque sorte. Le phénomène du nationalisme, c'est quelque chose qui se décline en termes de modernisation des valeurs refuges, ou du moins d'une articulation entre les valeurs refuges et des revendications modernistes. Et d'ailleurs, ça c'est le côté moderniste. Mais le côté refuge ne disparaît pas pour autant. Donc, l'héritage populiste de l'Algérie, c'est d'abord un transfert des modèles normatifs en direction de la reprise des valeurs européennes, des valeurs françaises, de l'égalité, de la justice, de l'indépendance, etc., etc. On a été à bonne école, en quelque sorte. Et d'un autre côté, maintien des valeurs refuges, les deux. Hein? C'est la recherche d'une identité culturelle qui est puisée dans le registre du Gemeinschaft. Hein? Quand je parlais du Gemeinwissenschaft et Gesellwissenschaft à propos de Tonis. Hein? Donc c'est ça. Hein? C'est revenir au communautarisme. C'est-à-dire l'idée suivant laquelle nous sommes un peuple de culture musulmane qui a été agressé par une puissance chrétienne étrangère, Ansara, Rohama, Gour, Branin, etc. Donc il y a cette espèce de Hna, Huma, nous et eux, intériorité, extériorité. Donc là, nous sommes dans des catégorisations de type traditionnel, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce que certains auteurs, comme Omar Khayr, comme d'autres, parlent de l'ambiguïté du mouvement national. C'est un mouvement national qui a fonctionné sur cette ambiguïté, cette double identification. D'une part, on se reconnaît dans les valeurs modernes de la nation, et d'ailleurs on reconnaît le bien fondé de l'État-nation tel qu'il est configuré, tel qu'il a été tracé pour nous par la France coloniale. On n'a jamais remis en cause ce tracé. On n'a jamais négocié avec nos voisins marocains ce tracé. Tout simplement, et là je prends une position personnelle, l'allégeance
de certaines régions sahariennes vis-à-vis du Maroc relevait du principe d'allégeance. Or, l'allégeance relevait d'une rationalité politico-juridique qui relève du passé lointain, n'est-ce pas? L'allégeance peut nous amener très loin. C'est-à-dire, si on doit reprendre les logiques d'allégeance, il va falloir refabriquer le monde. Toute la géopolitique doit être refaite, complètement refaite. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après les indépendances, il y a eu la fameuse loi de 61 des Nations Unies qui considérait que les frontières issues de la décolonisation sont les seules à prendre en considération. Si on doit remettre en cause les frontières qui sont issues de la décolonisation, on ne s'en sortirait pas. Imaginons ce qui se passerait en Afrique. Toute l'Afrique coloniale est décolonisée depuis, elle repose sur des tracés complètement biscornus. Ce sont des ethnies qui ont été divisées par deux, des ethnies qui ont été scindées en deux parties ou en trois parties, alors que ce sont les mêmes ethnies. Et d'ailleurs, on a vu les conséquences avec ce qui s'est passé au Rwanda, au Congo avec le Rwanda, etc. La même chose avec les Kurdes, les Turcs, les Kurdes irakiens et les Kurdes iraniens. Ce sont des formations. La même chose avec les Touaregs. Les Touaregs du Niger, les Touaregs du Mali, les Touaregs de l'Algérie. Mais c'était des Touaregs, pour eux, n'étaient ni Algériens, ni Maliens, ni Nigériens. C'était Touaregs. Parce qu'ils vivaient dans le même écosystème. Donc le fait colonial a introduit comment dirais-je, une logique territoriale, une logique fixiste, une logique territoriale basée sur la frontière, qui était une logique tout à fait arbitraire, et qui n'a pas fait disparaître pour autant des affinités transfrontalières qui ont pu exister avec des retombées politiques heureuses ou malheureuses. Dans le cas des rapports entre l'Algérie et le Maroc, c'est un dossier qui n'est pas ouvert, qui était ouvert et qui n'a jamais été fermé, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Mais ceci dit, personnellement, je ne suis pas en train de donner raison à la revendication marocaine sur l'Algérie. Attention, je remets en cause la logique de l'allégeance, le principe d'allégeance. L'allégeance fait partie des rationalités politiques du passé, mais aujourd'hui, on n'est pas dans l'allégeance, parce que si on devait revenir à l'allégeance, il va falloir refabriquer un autre monde, une autre géopolitique, n'est-ce pas? Voilà. Surtout en raison des problèmes des confréries religieuses qui ont joué un rôle transfrontalier. Je parlais de Tidjaniya. Le Tidjaniya était une formation confrérique algérienne qui ensuite s'est translatée au Maroc. Et puis les Marocains utilisent la Tidjaniya, qui est une confrérie aujourd'hui puissante, pour la vendre. Ils l'ont déjà vendue il y a longtemps, d'ailleurs, depuis l'époque saadienne. Ils l'ont vendue au Sahel africain. Si vous allez à Dakar, ou dans les régions, enfin, en dehors de Dakar, au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, etc., la Zawiya Tidjaniya et Mouride, les deux en même temps, elles jouent un rôle important. Aujourd'hui, pour un homme politique sénégalais qui prétend à être président du Sénégal, s'il ne passe pas par la bénédiction des Mourides ou des Tidjani, il est foutu. Donc ce sont des confréries qui ont un rôle très important, un rôle politique très important, qui jouent un rôle important. Et d'ailleurs, le Maroc, il a l'intelligence de passer par ces réseaux confrériques qu'il a constitués pour obtenir un certain leadership par rapport aux pays africains, parce que les pays africains s'inclinent devant Sa Majesté le Roi du Maroc, par le biais justement de ces allégeances confrériques. Il les a comment dirais-je, réactivées pour son business, pour le business marocain. Le business marocain est en train d'occuper tout le terrain économique, l'investissement bancaire, etc. Au Sénégal, il faut visiter dans ces pays pour se rendre compte. La banque marocaine est la première banque à Dakar. Elle passe avant la BNP, par exemple, comme banque d'affaires.
Donc on passe par le réseau confrérique pour construire une géopolitique nouvelle dans laquelle l'Algérie se trouve complètement en position arrière. Hein. L'Algérie est en train d'être encerclée actuellement en termes de géopolitique, tout au moins commerciale pour l'instant. Hein. Voilà. Alors voyez comment, en partant d'un problème qui est celui de la légitimité confrérique, de la légitimité nationale, on peut aborder des questions beaucoup plus complexes. Alors je me suis un petit peu noyé dans les détails, mais je pense que c'est utile. Autrement dit, la domination coloniale justifie a posteriori l'existence de frontières nationales.